Parler de rêve, c'est comme parler de cinéma. Les années peuvent défiler en une seule seconde et on peut sauter d'un endroit à un autre en un claquement de doigts. Federico Fellini n'avait peut-être aucun lien avec la moto, mais il avait trouvé cette passion qui l'animait et le faisait fantasmer. Le cinéma. Toi, comme moi, la moto est un objet que l'on désire, que l'on a envie de posséder, de conduire ou même de piloter. Parfois, ce rêve prend forme, devient réalité au premier coup de poignet. Dans d'autres cas, il restera à l'état de rêve et d'admiration. Et c'est pour ça que le cinéma vient imager nos délires les plus fous. La vitesse que l'on n'atteindra jamais, la machine que l'on n'aura jamais, la cascade que seul Tom Cruise est capable de réaliser. Les motos et le cinéma, ce sont deux façons de rêver, et parfois de vivre. Ah, on est quand même un peu mieux avec plus de lumière. Bon, honnêtement, j'aurais pu faire une série de 28 épisodes sur l'histoire des motos au grand écran. Entre les marques qui sont ultra présentes au cinéma comme Harley ou Triumph, les films et les séries qui tournent autour de la moto au point où parfois le protagoniste est la moto elle-même, et les sagas qui peuvent pas s'empêcher de faire des courses-poursuites en moto, bah honnêtement, on aurait pu faire un épisode qui dure au moins 3 heures. C'est pour ça que je me suis concentré sur 2 points. Quand on parle de moto sur le grand écran, on pense souvent à Harley, mais la marque a une connotation très américaine. En revanche, une marque qui est présente dans énormément de films, c'est Triumph. Pourtant, à part quelques films récents, la marque n'a pas souvent fait de partenariats commerciaux. D'ailleurs, Kawasaki est une marque pionnière en termes de partenariat entre les marques et les films. Et ça, quel que soit le domaine. Mais on en reparlera dans un prochain épisode. Triumph s'est imposé dans le cinéma pour plusieurs raisons. La première, c'est que quelques grands acteurs des années 50-60 aimaient la marque et roulaient avec. Certains d'entre eux, comme Marlon Brando, demandaient même de rouler avec leur propre moto personnelle sur les tournages. Ah, c'était une autre époque, hein. Les histoires d'assurance, de qui paye quand ça casse, c'était pas vraiment leur souci, hein. Le meilleur exemple, c'est L'équipé sauvage, sorti en 1953. Une histoire de 2 bandes rivales de bikers. Marlon Brando, qui joue le chef de file de l'une des 2 bandes, roule avec sa propre moto, une Thunderbird 6T. Et toutes les autres motos dans le film sont des Triumph. Et oui, ils ont volé la vedette à Harley et leur custom sur ce coup-là. Parce que normalement, les bikers roulent en Harley chez les Amerloc. Mais grâce à ça, d'autres acteurs ont suivi la même démarche et demandé des Triumph pour jouer leurs scènes de moto dans leurs films. Elvis Presley a lui aussi chevauché une Triumph 15 ans plus tard dans Micmac, Montana. Une Bonneville 650. Un peu avant, en 1958, Steve McQueen se fait poursuivre par le Blob et tente d'y réchapper avec une Bonneville. Pas son plus grand chef-d'œuvre, je dois dire. D'ailleurs, dans le remake de ce film 30 ans plus tard, qui d'ailleurs est quand même un peu meilleur, on voit Kevin Dillon rouler avec une Triumph T100R de 500 cm3 pour rendre hommage à Steve McQueen. Pour continuer avec Steve McQueen dans l'un de ses meilleurs films, il s'évade avec une TR6 Trophy d'un camp allemand. Si tu as un peu de culture, tu auras compris que je parle de La Grande Évasion. Ça fait partie des films très connus et cultes dans le monde. Et moi, dès petit, j'adorais ce film. Il faut dire que mon père avait quand même du goût en matière de cinéma. Dans le film, il faut savoir que Steve McQueen s'évade d'un camp nazi. Allez, merci YouTube. En même temps, si on bip pas, ils vont croire qu'on va réécrire Minecraft. Bref, je disais donc que le capitaine Hiltz, joué par Steve McQueen, s'évade du camp à l'aide d'une moto volée au vilain. Sauf que les Allemands roulaient avec des BMW R75. Et lorsqu'ils ont tourné le film, le problème c'est que les BMW R75 des Allemands ne pouvaient pas être utilisés pour le film, parce qu'elles avaient une partie cycle et des suspensions de merguez. Et pour la fameuse scène très connue de Steve McQueen qui saute par-dessus une butte pour passer par-dessus un grillage, la moto allait pas survivre. Et donc pour réaliser ce saut, qui en réalité a été fait par Bud Atkins, ils ont utilisé des Triumph TR6 Trophy. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait pour les faire ressembler à des BMW R75 ? Eh ben c'est tout simple, ils les ont maquillés tout en kaki. Et d'ailleurs aujourd'hui tu peux aller voir la moto au musée Triumph car elle a été complètement restaurée. Alors je dis restaurée parce que la moto a été utilisée par un fermier après le tournage pour ramener les bêtes dans ses champs, à la manière d'un chien de berger. D'ailleurs, même dans Bullitt, un des meilleurs films de Steve McQueen, on peut l'apercevoir dans le fond d'un plan sur une Bonneville. Quand je vous dis qu'on peut faire un épisode entier rien que sur Triumph, je vais vous citer quelques films dans lesquels on peut voir des Triumph et avec 2-3 anecdotes. Dans L'Officier et le Gentleman, sorti en 81, Zach est un jeune qui s'engage à l'école pour devenir AOC. Et dans la scène d'introduction, il arrive pour la première fois à l'école avec une Bonneville T140E. Elle avait un moteur de 750 cm3. Et pour vous dire, aujourd'hui, la T100, qui est la plus petite des Bonnevilles, a un 900 cm3. Barboyeur.
Vous connaissez la sulfureuse Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. Ici, elle a troqué son maillot de bain pour une tenue SM alors qu'elle joue le rôle d'une détective privée / chasseuse de primes. Je suis sûr qu'il y a un ou deux coquins qui est déjà passé en navigation privée pour aller voir le film. On vous voit derrière votre écran. Tu t'es lavé les mains, cochon? Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la magnifique monture de Pamela Anderson, la Thunderbird 850 cm3. Elle était massive, bestiale et concurrente directe des Indian et des Harley. D'ailleurs, dans ce film, Pamela Anderson est également gérante de bar, dans lequel beaucoup d'hommes très virils viennent boire des coups. Et tous roulent en Harley ou presque. Ils ont au moins réussi quelque chose dans ce film, donner un côté sexy et supérieur à la Thunderbird comparé au Harley. Et en dehors de ça, si vous aimez un peu le cinéma, ce film est une énorme bouse. Et en plus, il est même pas assez mauvais pour que ça soit un nanar et qu'on puisse vachement rigoler dessus. Prochain film. On reviendra aux motos rétro plus tard parce que là j'aimerais te parler d'un film où les modèles n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Si je vous dis Speed Triple 900 et Daytona 955i, là on a vraiment changé de registre. Ah, on est passé sur du gros roadster et de la méga sportive. Je veux bien sûr parler de Mission Impossible 2. Pour la petite histoire, la 955i, la moto du méchant, est la première sportive que Triumph a sortie sur le marché. Au départ, elle s'appelait la T595, parce que le moteur faisait partie de la catégorie T5, donc les 3 cylindres injection chez Triumph, et 95, ce sont les deux premiers chiffres de 955 cm3. Sauf que les gens ont mal compris et pensaient que la moto faisait 595 cm3. Triumph l'a donc renommée 955i pour 955 cm3 injection. La deuxième était une T509 Speed Triple avec un 900 cm3, le roadster ultime chez Triumph. Pour vous dire, Tom Cruise a tellement aimé la moto qu'après le tournage du film, il est parti s'en acheter une pour sa collection. Après Mission Impossible 2, on ne s'éloigne pas trop parce qu'on va parler de Mission Impossible 3. Bon, t'as bien compris, on parle toujours de Triumph. Mais ici, Tom Cruise a troqué son gros roadster pour une Triumph Scrambler, ou plutôt une Bonneville transformée en Scrambler. Suspension, échappement, garde-boue, couleur, tout a été revu sur cette moto pour qu'elle ressemble à un Scrambler. Et tout ça pour une scène, ce qui lui a valu d'être vendu aux enchères 30 000 $, alors qu'une Bonneville neuve, ça valait 8 000 $ à l'époque. Honnêtement, on pourrait faire un épisode entier uniquement sur les motos dans les films de Tom Cruise. Mais on reste bien avec lui et on reste toujours avec Triumph parce qu'on va parler de Edge of Tomorrow. Donc dans ce film, Ethan Hunt, c'est Mission Impossible. Là, t'as changé de film. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça aussi, quand tu joues le même rôle pendant 25 ans, il est normal que je me trompe. À un moment donné, dans ce très bon film, Tom Cruise doit se rendre dans un bar. Et il y va en Truckstone 900. Bon, il n'y a rien à dire sur cette scène, mais j'en connais un qui trouverait le film génial uniquement parce qu'il y a une Truckstone. T'as me pensé? Je t'ai parlé de ma Truckstone? Je vais vous citer quelques films très rapidement parce que Triumph est vraiment partout, je vous dis. Angelina Jolie avec une Street Triple R dans Salt. Un bon divertissement, mais sans plus. Chris Pratt dans Jurassic Park avec une Scrambler. Juste pour la scène où les dinosaures lui foncent derrière, le film est cool. Le dernier film que je vais aborder sur ce chapitre Triumph est le dernier en date. Et surtout, il n'y a pas un, mais deux modèles. No Time to Die ou Mourir peut attendre, le dernier James Bond de Daniel Craig. Mais avant d'en parler, parce que c'est justement le dernier James Bond, pourquoi est-ce qu'on ne remonterait pas le temps pour parler de tous les James Bond? Avant de parler de James Bond, je voulais faire une petite aparté. Si tu aimes le cinéma et que tu fais de la moto, est-ce que tu savais que AJC est l'une des rares marques qui propose des casques de moto avec des références de films? En fait, ils font plein de collaborations commerciales, que ce soit avec Disney, Marvel, Netflix. Alors, je t'invite à aller sur notre site et tu retrouveras le casque de Stitch, par exemple, mais aussi Venom, Squid Game, Joker, Spider-Man. Et si tu veux te démarquer sur la route, bah, fonce en magasin ou sur notre site pour aller chercher un AJC. Parce qu'on te connaît, un noir brillant, noir mat, ça va 30 secondes. Mais revenons à nos moutons, parce que je peux vous dire que dans James Bond, il y a eu des modèles un peu cool. Allez, deuxième chapitre. James Bond, 25 films, des histoires d'agents secrets toutes plus folles les unes que les autres, de l'action et beaucoup de cascades. Souvent, quand on parle de James Bond et des véhicules utilisés, on pense à une marque, Aston Martin, et aussi parfois Jaguar, la marque iconique des méchants. Mais il y a quand même quelques motos qui y sont apparues. Tantôt en fond d'écran, tantôt en moto de méchants bien camouflés, et parfois en véritable collaboration commerciale. Ce qui est intéressant dans James Bond, comme pour les voitures, c'est la manière dont les motos ont été gadgetisées par les producteurs des films, pour que James puisse se sortir de toutes les situations.
La première moto dont je vais vous parler va peut-être vous étonner. Est-ce que vous connaissez la marque BSA? Alors c'est peut-être pas le cas pour les plus jeunes d'entre vous parce que la marque s'est éteinte en 1973. Dans le 4e volet Opération Tonnerre, sorti en 65, la James Bond girl et agent Fiona Volpe, jouée par Luciana Pallotti, roulait avec une BSA A65 Lightning. Sauf qu'à aucun moment tu peux reconnaître la moto dans le film. On parle d'un film James Bond, hein. La moto était capable de tirer des missiles. Si on continue, on n'avait Jamais plus jamais qui est sorti en 83. C'était un opus qui était hors série et ne faisait pas partie de la chronologie des 25 films. Mais honnêtement, il vaut quand même vachement le coup d'être vu, juste pour une raison. La course-poursuite qui dure plus de 3 minutes entre une Renault R5 Turbo rouge et une Yamaha XJ 650 Turbo. Et tout ça sur les magnifiques routes de Villefranche-sur-Mer dans le sud de la France. Et contrairement à BSA, là on reconnaît la moto, même si la XJ arbore un nombre de gadgets impressionnants, comme une turbo-fusée pour s'enfuir et encore des pare-boues rétractables pour protéger les pneus. Ce film est particulier pour la moto à l'écran pour une chose. Sean Connery, l'acteur de James Bond, porte un casque. Et je vous parle de ça parce que dans presque n'importe quel film, le gentil ne porte jamais d'équipement moto. Si vous regardez Ethan Hunt dans les Missions Impossibles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'a jamais d'équipement. Que ce soit casque, bottes, à la limite il a un jean, mais je suis même pas sûr que le jean soit en Kevlar et protégé quoi. Alors qu'en général, c'est même les méchants qui sont plus équipés que les autres. Si on prend L'espion qui m'aimait avec Roger Moore en 77, il y a une courte course-poursuite entre la Lotus Esprit de James et une Kawasaki Z900 associée à un missile sidecar. Et là, le méchant est clairement équipé de la tête aux pieds. Donc soyez comme les méchants et équipez-vous. Alors en général, les méchants ont de l'équipement pour ne pas qu'on voit leur visage, qu'ils soient impersonnifiés. Mais on y reviendra même à la fin de ce chapitre. Vous avez quelques films qui voient certaines motos se rajouter pour les courses-poursuites. Comme par exemple des Yamaha XT500 dans Rien que pour vos yeux sorti en 81. Ou Skyfall en 2012 avec des CRF 250R déguisés en vieille moto turque de la police. Mais aussi des Cagiva W16 600 dans l'un des James Bond les plus adulés, GoldenEye. D'ailleurs, pour filmer des scènes très étroites dans des rues dans Skyfall en 2012, la production a utilisé des CRF 450. Et en fait, elle les a utilisés en posant des caméras dessus et les a utilisés comme caméra moto, comme on peut dire une caméra car. D'ailleurs, un peu dans la même vibe d'utiliser des motos récentes pour être plus agiles et les transformer en vieilles motos, Daniel Craig dans Quantum of Solace a utilisé une Montesa Kota 250 RT. Ouais, désolé, mais je connaissais pas la marque avant d'écrire cette vidéo. On va maintenant s'attaquer à une grosse et magnifique moto. Sûrement l'une des plus belles motos qui a pu exister jusqu'à ce jour. Et sachez, chers spectateurs, que l'idée de faire cette vidéo des motos dans le cinéma vient de mon amour incommensurable pour cette magnifique moto. Ah, vous comprenez mon engouement. Malheureusement, il s'avère que cette moto, je suis le seul à l'aimer dans les bureaux. Pas de ma faute si les autres n'ont pas de goût. Certains disent même que c'est moi qui n'ai pas de goût. Dans tous les cas, c'est moi qui ai fait la vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de la BMW R1200C. Et surtout dans son coloris blanc cassé dans Demain ne meurt jamais, sorti en 97 avec Pierce Brosnan. Alors en fait, pour la petite histoire, je suis tombé amoureux de cette moto quand je l'ai vue à l'exposition de James Bond à Paris il y a 9 ans. Et oui, ça c'est même la photo que j'ai moi-même prise. En fait, quand on dit James Bond et moto, on pense la plupart du temps à cette Brel, parce qu'elle a réalisé la plus grosse cascade vue dans le cinéma à moto. Ou presque. Bon, j'exagère un peu, j'avoue. Mais en tout cas, l'une des cascades dans James Bond les plus impressionnantes. Avec un cascadeur français, Monsieur Jean-Pierre Goy. Pas mal, non? C'est français. Et il faut savoir que la France est un vrai vivier de cascadeurs pour Hollywood et pour toutes les productions mondiales. Et françaises, évidemment. Ah, c'est sûr que sauter par-dessus un hélico, tu le fais pas tous les jours. Bon, par contre, je dois vous l'avouer. La moto, je vous l'ai dit, moi, je la trouve magnifique. En revanche, il s'avère que la partie cycle et les suspensions, en fait, c'est une vraie merguez. Hein. J'ai mal rien que de le dire. Mais la moto a été maltraitée à cause de wheelies, de stoppie et de sauts pour le tournage. Et l'équipe technique a dû modifier la moto parce qu'avec 2 passagers et les harnais de sécurité, en fait, la moto touchait le sol. Pour une Brel qui fait 260 kg pour seulement 61 chevaux, globalement, c'est la preuve d'une bonne grosse saucisse. Ah, je l'aime bien cette moto, et même si je suis le seul au bureau, là, je peux rien y faire pour la défendre. Hein. Alors, il faut aussi reconnaître qu'en plus de la cascade avec le saut, la moto a été conduite par 2 personnes. Oui, chacun une main sur le guidon. C'est quand même assez cocasse. Hein. On pourrait aussi parler de la Norton Dominator SS que Q a préparée avec une mitraillette dans Spectre, mais on la voit que dans le fond d'un plan. Enfin bref, il nous reste 2 modèles emblématiques dans James Bond. Et pour cela, on va rejoindre le premier chapitre,
qui est Triumph. Là, je vais vous parler d'une des plus belles courses-poursuites impliquant des motos. Est-ce du fait que dans la poursuite, il y ait des gros Defender noirs dans un paysage norvégien verdoyant et sombre? Peut-être bien, oui. Et puis même, sans parler des Defender dans la scène, les motos sont incroyables elles aussi. Il y a la dernière Tiger 900 Rally, donc la version off-road de la Tiger 900. À la fin du film, Triumph a même sorti une édition spéciale à 250 exemplaires de cette Tiger 900 Rally. J'avoue que si je mets la main dessus, je dis pas non pour en avoir une, moi qui aime les trails. La deuxième moto est sûrement la star de cet opus, la Scrambler 1200 XE. La manière dont ils ont modifié cette machine pour le film est juste incroyable. Entre le petit échappement et les pneus crantés, ça lui donne une gueule à tomber par terre. Et alors en plus, la 1200 XE, on la voit pas dans une, mais dans deux scènes, à la fois dans la course-poursuite norvégienne, mais aussi dans la course-poursuite en Italie. Et elle aussi a eu le droit à une série limitée à 250 exemplaires. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de l'équipement moto chez les gentils et chez les méchants. Et ben c'est l'occasion d'en reparler maintenant. Parce que justement, sur cette course-poursuite en Norvège, les méchants sont extrêmement bien équipés. Que ce soit en termes de casque, de bottes, de pantalons, de vestes, de gants, ils ont vraiment l'équipement parfait pour quelqu'un qui part faire du trail. Donc comme je vous l'avais dit, soyez comme les méchants et pas comme les gentils. Mais soyez gentils, pas méchants. Bon, je pense que terminer cette vidéo en vous ayant parlé d'une des plus belles scènes de course-poursuite à moto avec des très belles motos, c'est une belle fin. Mais c'est pas fini. Tu auras remarqué, je n'ai parlé que d'une marque, Triumph, et que d'une saga, James Bond. Effectivement, je me suis un peu concentré sur ces deux points. Mais il y a tellement à dire que je pense qu'un épisode 2 s'impose. Alors dis-moi en commentaire si tu le veux. Je t'invite à t'abonner et de me dire quelle est la moto que tu as préférée dans cet épisode, sans te parler de la BMW R1200C, parce que c'est clairement la plus belle des motos, et je ne t'influence pas. Dans le prochain épisode, on parlera de manière un peu plus éclectique des motos à l'écran, notamment avec la série Sons of Anarchy, et là on va enfin parler de Harley, Matrix Reloaded avec la super course-poursuite en Ducati, la série Long Way Home avec Ewan McGregor, ça c'est un peu particulier, mais où tu verras, ça sera bien sympa. Ou encore la marque de moto d'un immense acteur, Keanu Reeves. On pourra même dériver sur le jeu vidéo, tu verras. Alors si tu as des suggestions ou que tu aimerais que je te parle d'un film en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En attendant, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi, et sur ce, ciao la pizza!